Quel est le moteur le plus rentable? Bonjour à tous, bienvenue sur GLS Drive, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui rentabilité des moteurs et surtout rentabilité financière. Donc je souhaite aborder dans cette vidéo le sujet un peu de la rentabilité financière des moteurs, donc savoir quel moteur en fait est le plus rentable financièrement entre le coût d'achat et le coût d'usage. J'ai surtout envie de comparer dans cette vidéo le moteur hybride rechargeable et le moteur thermique à essence classique. Je rajoute le diesel dans le calcul, mais voilà, c'est plutôt à titre indicatif. Dans cette vidéo, je compare pas les motorisations hybrides classiques, donc non rechargeables, et les motorisations électriques, mais si ça vous intéresse, ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. Je vais utiliser la DS4 pour effectuer mes comparaisons dans cette vidéo, parce que j'ai déjà effectué une comparaison globale des deux voitures dans ma précédente vidéo, et donc dans cette vidéo-ci, j'aimerais faire une comparaison financière. Mais voilà, si jamais vous voulez que je fasse avec d'autres voitures, c'est possible. Et si vous souhaitez retrouver l'essai des deux DS4, les vidéos sont disponibles sur ma chaîne. Donc il y a la version e-Tense 225 et la version 1 litre de PureTech 130. Comme je viens de le dire, j'ai choisi la DS4 pour effectuer cette comparaison. Évidemment, les prix que je vais donner seront les prix dans la même finition, donc la finition étoile, pour comparer équitablement. Donc voilà, la finition étoile, c'est une finition qui est milieu de gamme. Et quand je parle des coûts d'achat, je néglige le coût de la carte grise qui est de environ 1000 € pour le 1 litre de PureTech, environ 600 € pour le 1 litre 5 Blue HDI et environ 550 € pour le modèle e-Tense. Donc pour cette DS4 de 2024 en finition étoile, les prix catalogue sont les suivants. Pour le 1 litre de PureTech 130, le prix est de 42 750 €. Pour le 1 litre 5 Blue HDI 130, le prix est de 43 700 €. Et pour le modèle e-Tense 225, le prix catalogue, il est de 51 000 €. Au niveau des consommations, donc je vais vous énoncer les consommations de chaque moteur. Je me base sur les différents essais et sur mon expérience personnelle avec chacun des différents moteurs. Donc pour le 1 litre de PureTech 130, on va se baser sur une consommation de 7,5 litres au 100. Et pour le 1 litre 5 Blue HDI 130, on va se baser sur une consommation de 6 litres au 100. Pour le modèle e-Tense, on va utiliser une consommation thermique de 7,5 litres au 100 et une consommation en hybride de 5 litres au 100. Et à titre indicatif, avec 100% de la batterie, on peut faire 50 km en full électrique et 200 km si on choisit le mode hybride en usage mixte. Maintenant qu'on a énoncé le prix catalogue des voitures, on va maintenant calculer le coût de chaque voiture au 100 km. Donc pour calculer le coût au 100 km, je vais d'abord énoncer le coût du carburant que je vais utiliser pour effectuer ma comparaison. Donc en août 2024, l'essence, on va utiliser 1,8 € du litre et le gasoil 1,7 € du litre. Ne venez pas me dire oui, il y a plus d'écart, moins d'écart, etc. Je prends ces chiffres-là. Si vous voulez faire avec d'autres chiffres, vous avez qu'à faire vos propres calculs. Pour la DS4 e-Tense, on va partir du principe qu'une recharge en heure normale coûte 3,37 €. Donc avec 3,37 €, vous pouvez faire 50 km en mode électrique. Donc maintenant, c'est pas compliqué. Pour calculer le coût au 100 km, on multiplie le prix du litre par la consommation. Donc pour le 1 litre de PureTech 130, on fait 7,5 litres par 1,8 €, qui nous donne 13,50 € au 100 km. Pour le 1 litre 5 Blue HDI, 6 litres au 100 fois 1,7 €, ça nous donne 10,2 € au 100 km. Pour le modèle e-Tense, on prend donc la consommation en mode hybride, donc 5 litres fois 1,8 €, mais on prend aussi 3,37 € qu'on divise par 2 pour ramener à 100 km, vu qu'avec 3,37 € on peut faire 200 km. Bref, ça nous donne 10,7 € au 100 km en mode hybride en usage mixte. Donc maintenant, on aborde le vif du sujet, la rentabilité. Donc pour rentabiliser le surcoût à l'achat d'un 1 litre 5 Blue HDI par rapport au 1 litre de PureTech, on regarde donc l'écart de prix à l'achat qui est de 950 € et l'écart de prix au 100 km qui est de 3,3 €. Et il faudra donc 28 700 km pour rentabiliser un 1 litre 5 Blue HDI par rapport au 1 litre de PureTech. Donc voilà, un peu moins de 30 000 km pour rentabiliser le moteur diesel par rapport au 1 litre de PureTech sur cette DS4. Maintenant, le plus intéressant, est-ce qu'on peut rentabiliser la motorisation hybride? Donc est-ce qu'on peut rentabiliser la DS4 e-Tense par rapport à la DS4 1 litre de PureTech? L'écart de prix entre ces deux motorisations, il est de 8 250 €. Et l'écart de coût au 100 km, il est de 2,8 €. Donc il faudra donc 294 000 km pour rentabiliser une DS4 e-Tense si on l'utilise tout le temps
en mode hybride, en consommant donc 5 litres par rapport aux 7,5 litres. Pour arriver à cette consommation de 5 litres, il faut forcément payer l'électricité et ça c'est un petit surcoût. Et donc voilà, quand on fait notre petite tambouille, quand on fait le calcul, on arrive à 294 000 km pour rentabiliser le modèle e-Tense. Clairement c'est trop, mais ça on en parlera par la suite. Dans cette configuration donc, le modèle 1,5 litre Blue HDI reste le plus économique à la fois à l'usage mais aussi en termes d'achat parce qu'on voit qu'on arrive à le rentabiliser seulement au bout de 30 000 km. Donc voilà, en termes financiers purs, le modèle diesel reste encore très avantageux. Maintenant, il faut prendre en compte les futurs ZFE. Enfin voilà, mais en termes financiers purs, comme je viens de le dire, le modèle diesel reste encore invaincu. Maintenant, on va essayer de changer notre façon d'utiliser le modèle e-Tense pour voir si on arrive à le rentabiliser avec une autre façon en fait d'utiliser l'hybride rechargeable. On va partir du principe que le propriétaire de la DS4 e-Tense va au travail tous les jours à 20 km de son domicile et part en vacances 3 fois par an, donc 3 fois 750 km. On va aussi partir du principe qu'il recharge sa DS4 e-Tense à domicile en heure creuse et on va donc utiliser ce tarif-là pour faire le calcul. Le coût d'usage au quotidien, il est de 2,77 € par recharge en heure creuse, donc 5,54 € les 100 km, car avec 2,77 €, on a une recharge en full électrique, donc 50 km, ce qui nous fait 5,54 € aux 100 km. Donc là, l'écart de coût à l'usage par rapport au 1 litre de PureTech aux 100 km, il est de 7,96 €. Là, ça devient un petit peu plus intéressant. Dans cette configuration, on arrive à rentabiliser la voiture en 103 000 km en dehors des vacances effectuées chaque année parce que là on arrive à une consommation assez similaire au 1 litre de PureTech, donc on néglige les vacances, mais voilà, en usage quotidien on arrive à rentabiliser la voiture au bout de 103 000 km. Pour quelqu'un donc qui va au travail tous les jours à 20 km, donc qui fait 40 km par jour, ça fait à peu près 8000 km effectués par an et donc ça permet de rentabiliser la DS4 e-Tense par rapport au 1 litre de PureTech en environ 12 ans, toujours en négligeant les vacances. Tout ça marche si la voiture n'est rechargée qu'à domicile. Sur les bornes, c'est beaucoup trop cher et impossible à rentabiliser. Et idem, si on installe une borne à la maison, il me semble que l'électricité coûte plus cher et puis il y a le coût d'installation. Donc pareil, ce sera toujours plus compliqué à rentabiliser. Donc voilà, ça marche si on se recharge sur une prise domestique. Donc la voiture met environ 7 heures à se recharger. Donc en heure creuse la nuit, ça peut passer. Et dans cette configuration, en payant l'électricité seulement 2,77 € la recharge, on arrive à rentabiliser donc la DS4 e-Tense en 103 000 km par rapport au 1 litre de PureTech 130. Les avantages maintenant du modèle hybride rechargeable par rapport au 1 litre de PureTech. Le premier avantage, c'est d'avoir l'achat d'une seule voiture par rapport à deux voitures. Donc on a une voiture qui peut remplir à peu près, j'y reviendrai plus tard, les deux usages. Ça évite d'avoir à acheter une voiture électrique pour aller au travail et une voiture thermique pour partir en vacances. Le second avantage, c'est la dépollution des villes, donc la dépollution de l'endroit où la voiture est utilisée. Et puis le dernier avantage, c'est forcément l'agrément d'avoir 225 chevaux par rapport aux 130 chevaux du modèle 1 litre de PureTech. Et puis en électrique, les 100 et quelques chevaux du modèle électrique ont quand même un peu plus de patates que le 1 litre de PureTech, c'est plus souple à l'usage. Donc voilà, la motorisation du modèle e-Tense est vraiment meilleure en tout point que à l'usage en tout cas que le 1 litre de PureTech, et ça pour moi c'est aussi un avantage qu'on peut faire rentrer dans le calcul. Les inconvénients, forcément, le premier c'est le prix, le deuxième c'est devoir ou pouvoir se brancher à domicile, le troisième c'est forcément la question du recyclage des batteries, et le quatrième c'est qu'il faut, pour que ce soit intéressant au niveau pollution, que l'électricité soit verte ou semi-verte comme certains aiment dire. Si on branche sa voiture avec de l'électricité produite à partir de centrales à charbon, ça marche forcément moins bien au niveau écologie. Voilà un peu pour le calcul de rentabilité de la voiture hybride rechargeable par rapport à la voiture thermique. Il est donc possible de rentabiliser l'achat d'une voiture hybride, mais seulement après beaucoup de kilomètres et donc de temps. Maintenant, pour quelqu'un qui souhaiterait avoir une voiture électrique pour le quotidien et une voiture thermique pour les vacances, mais qui n'a pas le budget d'acheter les deux ou la place, et puis deux voitures, c'est quand même 2 fois plus d'entretien, d'assurance, etc. L'hybride rechargeable est une solution. La voiture, elle offre la possibilité de rouler en électrique au quotidien et donc de ne pas émettre de CO2 et de profiter d'un coût au 100 km qui est réduit, mais aussi de faire beaucoup de kilomètres, par exemple lors des longs voyages, sans avoir à passer du temps à la borne. Je vois déjà les pro Tesla me dire que ça demande pas plus de temps, que ça charge super vite, que ça coûte pas cher, que c'est magique et que Musk est un saint, mais n'empêche qu'il reste des personnes qui veulent pas acheter Tesla, qui veulent simplement s'arrêter à la pompe et faire le plein en 5 minutes et pas forcément 45 minutes sur une aire d'autoroute, car oui, on peut rouler en sécurité en s'arrêtant régulièrement, sans s'arrêter longtemps et en changeant de conducteur, en mangeant un sandwich par exemple, enfin bref, chacun fait ce qu'il veut, mais je comprends qu'il y a encore des personnes qui ne veulent pas investir dans une voiture électrique à cause des longs trajets.
Pour un certain type d'usage et de conducteur, l'hybride rechargeable, c'est vraiment le top car ça permet, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, d'avoir 2 voitures en une. Maintenant, attention, ça reste une technologie bourrée de défauts. Le système est complexe, donc il y a des pannes potentielles. La consommation thermique en ville, elle est élevée à cause du poids et c'est un entre-deux qui peut s'avérer être un mauvais compromis selon les situations. Le rajout de poids, il entraîne une usure prématurée des pneus, des plaquettes, le tarif des pièces en cas de problème. Il faut vraiment bien réfléchir avant d'acheter une voiture hybride rechargeable, car même si l'idée de la double voiture peut séduire, ça peut aussi vite tourner au cauchemar selon les cas. De toute façon, il n'y a pas de technologie miracle. Chacune a ses avantages et ses défauts. Il faut voir en fonction de vos souhaits, votre utilisation, votre budget, quelle motorisation conviendra le mieux pour votre usage en fait. Maintenant, parfois, vouloir une voiture qui fait tout passablement peut s'avérer être un moins bon choix que de choisir une seule voiture mais qui remplira l'usage pour lequel elle a été destinée à la perfection. C'est l'éternel débat. Est-ce qu'il vaut mieux un compromis moyen ou une seule voiture qui fera ce pourquoi elle a été conçue à la perfection? Je laisse chacun répondre à cette question, mais en tout cas, moi c'est comme ça que je vois l'hybride rechargeable. D'une manière générale, les voitures modernes en tant que telles sont moins fiables car beaucoup plus complexes. L'hybride rechargeable en est un bel exemple. Les voitures sont dotées de beaucoup de systèmes de gestion notamment qui peuvent s'avérer moins fiables car trop complexes. Aussi, on ne sait pas comment vieilliront ces voitures dans le temps car on n'a pas encore vraiment le recul des années et des kilomètres. Il y a aussi un autre élément à prendre en compte qui peut être un peu paradoxal, c'est qu'il faut quand même rouler un certain nombre de kilomètres au quotidien pour rentabiliser une voiture hybride, mais si vous roulez trop, vous risquez d'amener un peu trop vite votre voiture en fin de vie car c'est des voitures qui d'une manière générale feront moins de kilomètres que les anciennes voitures réputées souvent bien plus fiables. Donc voilà, si vous faites beaucoup de kilomètres au quotidien, c'est sûr que c'est une bonne formule parce que l'électrique, on sait qu'au quotidien c'est vraiment une bonne solution, mais forcément si c'est plutôt de la nationale ou quoi, le moteur diesel restera selon moi, si on fait abstraction des questions de pollution et de revente et d'avenir, le moteur diesel à l'usage restera selon moi la meilleure solution. Enfin, il faut prendre en compte que l'autonomie de la batterie se dégrade avec le temps. Au bout d'un certain nombre de kilomètres, l'autonomie électrique risque de devenir trop faible et la batterie ne sera qu'un gros poids en plus qui viendra augmenter la consommation d'essence. Et puis les motorisations électriques sont des motorisations qui peuvent coûter très cher en cas de problème. Remplacer une batterie, ça peut très vite dépasser les 5 chiffres. On voit aussi souvent beaucoup de gens qui achètent des voitures hybrides pour des questions soit fiscales, soit pour des questions de parc-mètre parce que ça coûte moins cher, ça peut être avantageux. Mais c'est sûr que voilà, les personnes qui achètent ces voitures hybrides mais qui ne les chargent pas, qui se disent tant pis, ça consommera un peu plus d'essence, mais voilà, j'ai d'autres avantages, bah forcément c'est vrai que dans ces conditions-là, c'est un peu dommage, on vient surconsommer. En fait, ça a carrément l'effet inverse. Ça dépollue pas tant que ça, vu qu'on consomme plus d'essence en chargeant jamais la voiture. Donc voilà, c'est vraiment adapté à un type d'usage précis. Quand on peut la brancher, c'est super avantageux. Quand on a quand même des kilomètres à faire dans l'année, bah ça reste avantageux. C'est sûr que si vous achetez une voiture hybride rechargeable que pour faire de la ville, vous sortez jamais de votre ville où vous utilisez votre voiture, bah ça sera peut-être mieux de prendre une voiture électrique. Aujourd'hui, les autonomies, elles sont quand même intéressantes. On arrive à 300-400 km sans trop de problèmes sur certaines voitures et c'est amplement suffisant au quotidien. Donc voilà, il y a vraiment une question d'usage qui est très importante à prendre en compte selon moi avant d'acheter une voiture hybride rechargeable. Pour conclure, pour rentabiliser une hybride rechargeable, selon moi, il faut avoir 2 besoins. Un besoin de trajet quotidien assez court qu'on pourra effectuer avec la motorisation électrique et un besoin quand même de trajet long, par exemple sur autoroute, assez récurrent pour rentabiliser la motorisation thermique. Après, sur la DS4 e-Tense, la motorisation hybride apporte quand même le surplus de puissance qu'on attendrait dans une voiture premium comme cette DS4. Ça, c'est quand même un point non négligeable selon moi. Maintenant, les dernières choses à savoir, c'est que les voitures hybrides rechargeables dureront probablement moins longtemps dans le temps que les voitures thermiques traditionnelles. Elles sont plus complexes, il y a plus de systèmes. Il faut aussi avoir en tête que justement ces systèmes en plus peuvent coûter très cher à remplacer, les batteries par exemple, et puis comme je l'ai déjà dit 10 fois dans cette vidéo, il faut vraiment avoir un usage spécifique pour venir rentabiliser le surcoût à l'achat de la motorisation hybride sans forcément faire rentrer dans le calcul le fait qu'on a quand même de la puissance en plus. Voilà en tout cas des éléments supplémentaires de réflexion un peu pour aider les potentiels acquéreurs de voitures hybrides rechargeables. C'est des technologies qui vont être amenées à beaucoup évoluer dans les années à venir, donc forcément le calcul ne sera peut-être pas le même dans 2 ou 3 ans, mais voilà, en 2024 ça se passe comme ça et j'espère que cette vidéo en aidera quelques-uns à faire leur futur choix. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et puis de me donner votre avis sur le format en commentaire. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram, @glsdrive. Je poste des petits contenus courts qui récapitulent et puis qui teasent un peu les vidéos disponibles sur la chaîne. Vous trouverez un peu plus d'informations sur les vidéos et puis sur ce que je fais à côté en description. Moi, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.